Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc nous sommes aujourd'hui ce samedi pour le grand débat que je vous ai annoncé donc, sur la Guinée-Conakry, donc, où il y aura des élections présidentielles le 28 décembre prochain. Donc aujourd'hui, j'ai autour de cette table des Guinéens, donc des Guinéens patriotes qui ont répondu présents pour venir parler de leur pays. Et sans tarder, donc, je vous présente M. Mamadou Konaté, donc, qui est le chef de projet de Afrique 1, qui aura un regard neutre sur ce débat et qui va apporter également son expertise sur ce pays, la Guinée, qu'on aime tous tant. Hein. Et à ses côtés, donc, il y a Fodé Abass Touré, donc, qui est un acteur politique de la Guinée, qui a créé un mouvement, les démocrates, et qui va nous parler donc ce mouvement et également son regard sur la Guinée. À ma gauche, donc j'ai KMT qui est guinéenne, hein, donc ça fait très bien d'avoir aussi une dame sur ce plateau pour parler de la Guinée, parce que la Guinée appartient à tous et à toutes. Et donc elle a séjourné en Guinée pendant 3 ans, donc elle va nous dire ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu en réalité en Guinée. Donc à ses côtés, donc, c'est M. Campbell Cissé qui est un acteur majeur de la vie politique et de la diaspora guinéenne en France. Et M. Cissé, donc également, qui est incontournable hein, dans le milieu guinéen. C'est la raison pour laquelle il est là. Donc il va nous parler également donc, de la Guinée, du pays, des élections et puis aussi des perspectives d'avenir pour ce pays. Sans tarder, donc, je vais demander à la régie de nous mettre donc, le film de la campagne électorale en Guinée pour les 9 candidats qui sont en lice pour briguer la présidence de la République. Un premier meeting en grande pompe. Mohamed Nabé salue la foule à Labé, fief de Cellou Dalein Diallo, l'opposant historique écarté des listes électorales. Un pari osé pour ce chef d'entreprise bardé de diplômes internationaux, mais novice dans la course à la présidentielle. Ici, de nombreux électeurs se sentent orphelins, alors le candidat leur tend la main. Notre premier axe de notre projet de société sera axé sur la réconciliation nationale. Le deuxième point de notre projet de société pour la Guinée sera axé sur le renforcement de l'éducation. Mohamed Nabé appelle à la réconciliation, une façon prudente d'évoquer le climat qui entoure la campagne. Car depuis le coup d'État il y a 4 ans, les disparitions de voix dissidentes se multiplient. Cette semaine, Faya Milimono, un des rares candidats encore critiques des militaires, a dénoncé l'enlèvement dans la nuit du 2 au 3 décembre du directeur adjoint de sa campagne. Le lendemain, le parquet général a menacé de poursuites quiconque pointerait la responsabilité des autorités dans ces kidnappings. Interdit de se présenter, les grands partis sont tous absents. Seuls 9 candidats sur 51 ont été retenus, dont El Hadj Bouna Keita, qui brigue pour la 3e fois la magistrature suprême. Le fondateur du RGP axe son programme sur l'agriculture et la lutte contre le réchauffement. Ma politique, c'est quoi? C'est l'agriculture. Quand vous votez pour moi, je vais mettre l'agriculture devant. Je vais mettre l'industrie devant. Quand vous entendez la sécurité, la première sécurité, c'est ton ventre. Si tu n'as rien mangé, tu ne peux rien faire. Ce scrutin présidentiel est censé mettre fin à la transition. Malgré sa promesse de rendre le pouvoir à des civils, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, est candidat et largement favori. Boire de l'eau tiède. Voilà. Alors, donc, nous revenons sur le plateau et je vais donc commencer par le doyen Campbell Cissé. Donc, on a vu le film et puis aujourd'hui, donc, 9 candidats en lice pour les présidentielles. Donc, on va d'abord parler du bilan de la transition avant de parler donc, de cette élection. Quel est votre regard sur le bilan de cette transition? Moi, je pense d'abord, bonsoir à tous, hein, et merci encore une fois de nous permettre de parler de nos pays respectifs en Afrique, mais également de parler de tout ce qui se passe à travers le monde. Merci beaucoup. Moi, je dirais
très sincèrement, c'est ce que je disais ici aussi il y a quelques semaines, cette élection permet à la Guinée de sortir de la transition. C'est déjà un grand pas. Parce que rester, encore une fois, rester dans cette transition depuis 4 ans, et nous connaissons les difficultés de cette transition. Nous connaissons les difficultés des pouvoirs militaires. Alors, si vraiment le président de la transition, puisqu'il est encore président de la transition, n'est-ce pas, a décidé, n'est-ce pas, de briguer officiellement et démocratiquement le poste de président de la République, cela permet à notre pays de sortir de la transition. Maintenant, le bilan, je pense que le bilan n'est pas négatif. Comme vous le savez, dans un état de droit, dans un pays démocratique, la continuité des gouvernances est toujours présente. Vous êtes là aujourd'hui pour gérer une situation politique. Vous partez, vous ne pouvez pas tout faire. Paris ne s'est pas construit en un mois, nous le savons très très bien. Le bilan, pour moi, disons, est positif pour le moment. Sur le plan du développement, pas sur le plan politique. Parce que quand on parle sur le plan politique, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que ceux qui sont sur le terrain politique depuis 40 ans sont évincés, tous évincés. Les 9 candidats que nous voyons aujourd'hui, ce sont les nouveaux, en fait, en réalité. Beaucoup ne les connaissent pas. Mais c'est quand même très très bien pour leur permettre également, au nom de leur structure politique donnée, de se faire une popularité et surtout de mesurer leur popularité sur le terrain. C'est un grand pas sur le plan démocratique aussi, je peux dire. Mais sur le plan politique, il y a un certain nombre de choses qui manquent dans la mesure, n'est-ce pas, où, encore une fois, beaucoup ont été évincés. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on renouvelle la classe politique en mettant de côté les vieux dinosaures? Oui, bien sûr. Je pense que c'est pas mauvais. C'est une bonne chose quand même, quelque part, parce qu'il n'y a pas que la Guinée. D'autres pays en Afrique font cela aussi, même à travers le monde. À un moment donné, les leaders que nous avons là aujourd'hui, que nous connaissons depuis pratiquement 30 ans, 40 ans, je peux dire qu'ils ont fait leur parcours. Ils ont fait leur temps. Voilà, ils ont fait leur temps. Nous connaissons leur parcours. Ils ont fait leur temps. N'est-ce pas? Si vraiment, aujourd'hui, n'est-ce pas, par la force des choses, ils ont été quelque part évincés et qu'on peut donner, n'est-ce pas, la chance à une nouvelle génération de politiciens guinéens, je pense que c'est une très grande avancée démocratique dans notre pays. C'est pas mauvais. Alors, même question pour Fodé Abbas. Donc, aujourd'hui, et la campagne électorale, mais avant qu'on parle de la campagne électorale, on peut quand même parler un peu du bilan de la transition. Donc, quel est votre point de vue là-dessus? Merci, M. Kala, d'avoir donné la parole. Parler du bilan du président de la transition, M. Mamadi Doumbouya, il s'agit de parler le bilan par compartiment, c'est-à-dire domaine politique, domaine économique, domaine social, éducation, et ensuite. Sur le plan politique, parce que c'est le nez de tout, parce qu'on ne peut pas développer un pays actuellement, de nos jours, sans politique. C'est-à-dire à chaque domaine, c'est-à-dire quand vous prenez par exemple l'économie a sa politique, l'économie politique, le social, la culture et l'éducation a sa politique. C'est-à-dire la politique, c'est de façon comment mettre en place l'objectif que vous avez, le projet politique ou bien le projet social ou le projet pour l'éducation, pour l'enseignement que vous avez, comment le mettre en place. Donc ça demande une politique de réflexion qui vous permettra de mettre en place ce que vous voulez faire, non seulement sur le plan de l'éducation et aussi sur le plan de la santé. Voilà. Donc quand on prend politiquement, Mamadi Doumbouya est venu dans une situation chaotique. Il a renversé un président qui a fait ses 2 mandats et puis il a changé la constitution. Donc il y avait des problèmes dans la cité.
Donc, il est venu mettre fin à ça. Il est venu mettre fin à ça. Nous sommes rentrés dans une période de transition qui nous mène aujourd'hui, quand on organise l'élection pour mettre fin à cette transition le 28 décembre 2025. Voilà. Donc, sur ce plan politique, nous voyons l'émergence d'une nouvelle classe politique en Guinée aujourd'hui. Je peux considérer les 9 candidats, les 7 ne sont pas tellement connus. Parmi les 7, il y a Faya Milimono qui s'est présenté à toutes les élections. Il est de la vieille marmite de l'opposition guinéenne. Il anime très bien l'opposition guinéenne, mais c'est parce qu'il n'a pas, c'est pas un poids lourd. Il y a Keita aussi, qu'on l'on disait, qui est à son troisième. Bouna Keita aussi, c'est son troisième candidature. Acte de candidature, mais qui ne pèse pas lourd aussi. Et on a vu, pour donner la possibilité à l'émergence d'une nouvelle classe politique, on a vu c'est-à-dire les poids lourds de la politique, comme vous venez de le dire, sont mis à l'écart. Donc moi, ce côté-là, je ne vois pas ça comme ça. J'aurais souhaité à ce qu'on donne la possibilité à tous les Guinéens, que ce soit les anciens, les nouveaux, la possibilité à ce que chacun participe à la compétition politique. C'est le peuple qui va décider. Voilà. Et si, son objectif, M. Mamadi, est de donner la possibilité de l'émergence d'une nouvelle classe politique en Guinée. OK, mais pourquoi renouveler la classe politique. Renouveler la classe politique. Parce que ces anciens dont on parle, voilà, certains ont été même premiers ministres. Voilà. Donc maintenant, ils ont montré ce qu'ils... Exactement. Considérant que les anciens qui étaient là, qui sont là, ils ont occupé à tous les postes de responsabilité dans l'administration et ils se sont retrouvés dans la politique. Et dans la politique, ils n'ont pas pu apporter de solutions pour la sortie des crises de la situation guinéenne au peuple de Guinée. C'est-à-dire il y a certains mots qui rongent la société guinéenne, c'est-à-dire l'ethnocentrisme, le régionalisme et le taux d'analphabétisme guinéen est bas. C'est-à-dire nous sommes à 80% de Guinéens qui ne savent pas lire et écrire, qui ne vont pas à l'école. Donc ça, c'est tellement difficile pour un pays, pour la Guinée, qui a tous les atouts, mais comme je l'ai dit sur votre plateau ici, nous avons un problème politique en Guinée depuis 1958. Pour résoudre ce problème politique, il faut une solution politique. Pour avoir cette solution politique, il faut un visionnaire, un homme guinéen qui aime son pays, qui aime ses compatriotes, qui a une vision pour mettre cette politique de vision, de patriotisme en place. Donc, c'est ça qu'on a besoin. Donc, le problème politique, je le dis, je le reprends, en Guinée est politique. Voilà. C'est le seul côté qui me gêne un peu, mettre les barons de côté. On aurait dû leur donner la possibilité de se présenter aussi et que le peuple décide. Voilà. Donc, mais si on leur donne la possibilité, le renouveau que vous avez dit... Si on pouvait le renouveau, parce que les nouveaux venus, comme je peux considérer aujourd'hui, parmi les 9, il y a 2 qui émergent, c'est-à-dire Mamadi et Yoro, Abdoulaye Yoro Baldé. Les 2 qui émergent, je peux considérer que ce sont des hommes politiques de la nouvelle génération politique qui prônent pour la rupture. Parce que Yoro Baldé, par exemple, il a été ministre d'Alpha Condé. Le dernier mandat de Alpha Condé pendant 5 ans. Et quand Alpha Condé a décidé de changer la constitution de ce président pour un 3e mandat, il a démissionné. Donc ça, c'est un acte des démocrates. Donc s'il est revenu, certainement, il a des ambitions pour son pays. Et sur le terrain, pour l'instant, ce qu'on voit, ce qu'il est en train de faire pendant les 2 semaines-là, on voit réellement, il propose quelque chose. Il propose quelque chose pour sortir. Mais sauf que s'il met l'accent que l'élection du 28 décembre 2025, qu'elle soit transparente, franchement, on verra que je ne peux pas dire, le candidat qui sera élu, on ne peut pas l'élire dès le premier tour. C'est impossible. Si l'élection est transparente. Si ça s'est passé dans les conditions. Dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Alors, donc oui. Je finis pour dire que il fallait donner la possibilité à chacun de participer à l'élection, que le peuple décide de ce. Mais passer par les lois pour éliminer, soi-disant, les anciens hommes politiques qui n'ont pas pu apporter une solution au problème guinéen,
c'est ce côté-là seulement qui pose un peu de problème. Mais sinon, politiquement, c'est ce que je voulais dire, et socialement, l'ethnocentrisme est là, l'effet l'ethnocentrisme et le régionalisme est là, on va encore en parler. autre. Donc, ce sont ces éléments-là qui entachent un peu la transition. Et nous souhaiterons à ce que nous sortions de cette transition, que la Guinée puisse se remettre sur le bon chemin que pour le bonheur de tous les Guinéens. Alors, Mamadou, Oui. Mamadou, donc, et vous vous avez un regard neutre, hein, Oui. et aujourd'hui, donc, parmi les généraux, enfin les militaires qui ont fait des coups d'État à Mali, Burkina Faso et Niger, donc aujourd'hui, c'est la Guinée seulement qui organise des élections présidentielles pour sortir de la transition. Donc, est-ce que aussi on peut dire que c'est un bilan positif pour les Guinéens de ce point de vue-là? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je dis déjà bonjour effectivement à nos co-débatteurs qui sont là. Merci beaucoup aussi à Kanté qui est là. Merci beaucoup à toi aussi. Et je remercie beaucoup aussi les fidèles auditeurs de l'émission. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire-là, c'est que je n'ai pas entendu une seule fois la lecture de la cartographie politique de la Guinée. Je suis confus. On va dans tous les sens, on essaie d'éliminer les ténors, on ne sait pas qui fait quoi. Cette lecture-là, nous la perdons de vue un tout petit peu. Et c'est un tout petit peu dommage, qui fait que cette jeunesse guinéenne est un peu perdue. Ce choix-là, le fait d'éliminer des candidats, qu'ils soient barons, qu'ils soient petits candidats, pour moi, ça n'existe pas, ça. À un moment donné, il faut des élections libres et inclusives, n'est-ce pas? C'est ça la démocratie. Oui. Et ça, je ne le vois pas. Aujourd'hui, ça a tendance à être aussi le jeu, effectivement, de ceux qui sont au pouvoir, qui ont tendance à éliminer certains candidats par peur de perdre l'élection, ou je ne sais pas pour quelle raison. C'est un petit peu dommage ce côté-là. Sauf que la Guinée est un pays qui, politiquement, pendant un bon moment, n'a pas été stable politiquement. Et je pense que les tenants n'ont pas joué ce rôle-là fondamentalement pour permettre aux Guinéens de dire, mais aujourd'hui, les anciens, vous devez partir. Si la jeunesse guinéenne avait dit, oui, tous ceux qui étaient là, les anciens, ils ont failli, ils n'ont pas fait un bon boulot, ce que nous n'attendons pas, ça n'inspire pas, ça ne nous inspire pas, et ça n'a jamais été dans le sens de ce que les Guinéens réclament, on peut dire effectivement qu'il faut... Pour moi, le changement est très brutal. Il est brutal. La seule question que je me pose, n'était-il pas possible de faire un référendum dans ce sens-là? Je dis, Guinéens, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que les anciens doivent rester pour pouvoir effectivement vous accompagner effectivement dans le jeu démocratique comme ça, politique effectivement de la Guinée? Oui, je pense que la jeunesse aujourd'hui aurait dû avoir son mot à dire. Ce que j'entends tout de suite aussi, c'est que je n'ai pas entendu une seule fois jeunesse guinéenne. De toute façon, c'est le début de l'émission, on va y revenir. Voilà, je n'ai pas entendu ça. Et c'est vraiment, on aurait dit quand même nous mettre le parfum un tout petit peu, tu vois, en disant, oui, mais bon, pour l'instant, les débats, on va en parler. Eh bien, de toute façon, il y a une jeune sur le plateau. Oui, bien sûr. Et donc, alors, KMT, donc vous êtes guinéenne, vous l'avez rappelé, vous êtes né en Guinée, donc aujourd'hui, vous êtes jeune. Et aujourd'hui, donc, les Guinéens sont appelés aux urnes. Donc, vous avez vécu pendant 3 ans là-bas. Et donc, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation en Guinée? Alors, j'aimerais avoir une lecture positive, mais je vais avoir plutôt une lecture interrogative. Parce que je m'efforce de ne pas dire du mal du pays qui m'a fait naître. Et honnêtement, concernant la Guinée, c'est extrêmement difficile. C'est un exercice très périlleux que de s'interdire de présenter les côtés obscurs du pays. C'est vraiment très périlleux. Mais je vais tenter une approche un peu plus interrogative. La Guinée-Conakry est un beau pays qui a des richesses extraordinaires, qui fait des envieux partout, même au-delà du continent africain. Tout le monde entier, quasiment, a conscience de ce potentiel et il semblerait que seuls les Guinéens ne voient pas clair dans le trésor qu'ils ont en fait. Oui. Ils ne sont pas conscients de sur quoi ils sont assis.
Parce que quand on voit la manière dont vivent les Guinéens au jour le jour, et là je ne parle pas de la classe favorisée, je parle de la majorité de la population, non seulement dans la capitale, mais surtout à l'intérieur du pays, je me demande réellement si les Guinéens ont conscience que leur pays recèle de richesses extraordinaires. Parce que s'ils en avaient conscience, je pense qu'on ne verrait pas de manifestations uniquement dans la capitale. Je pense qu'on ne verrait pas de manifestations uniquement lorsqu'il y a des coupures d'électricité. Donc je me pose la question, est-ce que les Guinéens ont réellement conscience de la beauté et de la richesse de leur pays? Alors, président Campbell Cissé, et en point d'interrogation de sa part, donc est-ce que aujourd'hui la Guinée aurait dû être plus que ce qu'elle est aujourd'hui, à votre avis? Tout à fait, j'en conviens, je vais aussi un peu dans son sens. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, n'est-ce pas, sur le terrain national là-bas, quand je dis le terrain national, pas seulement à Conakry, mais même à l'intérieur du pays, il y a une pauvreté qui ne dit pas son nom, extraordinaire. Les gens souffrent beaucoup, c'est vrai. Monsieur, mon frère Konaté a parlé tout à l'heure de la jeunesse, c'est vrai. Cette jeunesse aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe là-bas, elle ne se retrouve pas. Et des fois même on se pose des questions. Est-ce que cette jeunesse a un avenir en réalité, quand on voit tout ce qui se passe à travers le monde? Et l'envie de ces jeunes-là de quitter, de fuir le pays, n'est-ce pas seulement venir en Europe, mais même aller dans les pays limitrophes. Au Sénégal, c'est des centaines et des centaines de Guinéens qui sont là-bas, au Mali, en Côte d'Ivoire. La même chose, d'accord? C'est pas des centaines, des milliers, je peux dire d'ailleurs, des milliers. Donc quand on voit tout ça, on se pose beaucoup de questions quand même. Est-ce que ce qui est en train de se passer va donner, n'est-ce pas, l'envie aux Guinéens, à la jeunesse guinéenne, de rester sur le sol guinéen et d'apporter leur contribution pour le développement de la Guinée? Donc, c'est une question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les jeunes Guinéens restent au pays, à votre avis? Il y a beaucoup. D'abord, il y a un travail de sensibilisation qu'il faut faire. Parce que quand on voit cette jeunesse qui se jette à l'eau, qui, n'est-ce pas, au risque de leur vie, n'est-ce pas, quand on voit tout ça, on se dit, c'est parce que simplement, et cette jeunesse, elle est déboussolée. Elle n'a rien. C'est ça. J'ai eu la chance, et je pense que mon cher Konaté était là aussi, à Alger, parce qu'on avait un groupe qui allait là-bas pratiquement tous les ans. Il y a un monsieur qui est venu. Je ne dis pas sa fonction, qui était assis en face de moi, à l'hôtel, en bas là-bas. Il a posé la même question. Pourquoi cette jeunesse africaine fuit vos pays pour venir en Europe, en passant par les pays du Maghreb? Oui. D'accord? Beaucoup trouvent la mort là-bas. D'accord? Alors, je ne dis pas pourquoi, et lui m'a dit clairement, ce sont les autorités qui font, puisqu'ils ne veulent pas du tout d'immigration, qui font que certains bateaux chavirent, quoi. Chavirent, coulent, et que ça engendre des morts. Bien entendu, la jeunesse aujourd'hui, c'est vrai, c'est une grande question qu'il faut se poser, n'est-ce pas? Elle est déboussolée, c'est vrai. J'espère simplement que, puisque notre président de la transition a décidé, je l'ai dit la dernière fois, il a décidé de se présenter, malgré l'engagement qu'il a eu à prendre, puisque, encore une fois, il a dit ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Okay? Mais c'est verbal, il n'a jamais écrit quelque chose qu'il signe. Oui, mais ce que je dis, d'accord, je l'ai dit la dernière fois, j'essaye d'être vraiment en harmonie totale avec ma conscience par rapport à ce que je dis. Ok? Il a décidé cela. Ils ont décidé, parce qu'il n'est pas seul. Il y a les membres du CNRD qui sont autour de lui. Ils ont décidé d'éliminer, ou plutôt mettre à l'écart, peut-être provisoirement ou pas, on ne sait pas, puisque la politique, vous savez, elle est changeante. Hein? Ça peut changer aussi dans quelques mois, dans quelques années, etc., etc. Mais j'aurais souhaité, très sincèrement, que tous les Guinéens, et là aussi je l'ai dit, il est Guinéen, il veut se présenter à la présidence de la République, malgré ses engagements-là, ok, c'est bon. Mais les autres aussi auraient pu le faire.
quelle que soit, n'est-ce pas, l'année qu'ils aient eu à faire, n'est-ce pas, dans le gouvernement ou, n'est-ce pas, dans la gouvernance du pays. Ok? Ce n'est pas le cas. Maintenant, les 9 candidats qui sont là, n'est-ce pas, ce sont en réalité des gens qu'on ne connaît pas. Ils sont sur le terrain. Oui, que les Guinéens ne connaissent pas assez. Généralement, non. Généralement, vraiment, les Guinéens ne les connaissent pas. D'accord? Bien entendu, ils sont là en train... C'est un exercice très périlleux pour eux, pour pouvoir mesurer leur popularité sur le terrain. Ça permet peut-être, éventuellement, de mettre en place, de créer une nouvelle génération de politiciens guinéens. Puisque les anciens en ont fait quand même. D'accord? Moi qui vous parle là, vous le savez très bien, je l'ai dit, que vous êtes au courant. J'ai été coordinateur général du Front républicain pour l'alternance démocratique en Guinée, une coalition de 11 partis politiques, dont le président fondateur, El Hadji Bamamadou, de l'UFDG. C'est même moi qui lui ai dit de créer la section ici. Ok? Donc, je connais un tout petit peu tout ça. Mais ceci dit, puisque nous sommes en train de rechercher, n'est-ce pas, la paix, la sécurité, la cohésion, il y a un certain nombre de choses à faire. Et ça, le président de la transition, M. Doumbouya, puisqu'il est encore président de la transition, s'il ne s'inscrit pas dans ce cadre-là, eh bien, il va peut-être diriger, mais dans des problèmes. Est-ce qu'à votre avis, il peut y avoir une grande assise après l'élection, quel que soit celui qui est élu, pour les jeunes, c'est-à-dire voilà, une grande assise pour trouver des solutions aux problèmes des jeunes, le problème d'emploi, pour pouvoir les maintenir au pays? Ce qui est paradoxal, tout ce que tu dis comme ça, c'est dans les programmes de tous les candidats. La jeunesse. Ils parlent de la jeunesse. Ils parlent du développement. Ils parlent des mines. Ils parlent de l'agriculture. On vient d'entendre M. Kaba, hein, c'est ça. Hein? Keita. Je ne le connaissais pas. Pourtant, ça fait longtemps que je suis dans cette affaire-là. Mais je ne le connaissais pas. Mais je veux dire, pourquoi pas? Mais c'est au pouvoir de créer les conditions nécessaires d'une telle assise. Pour parler de la jeunesse. Comment aider cette jeunesse à s'en sortir, à s'inscrire dans le cadre du développement. Encore une fois, moi, c'est le développement qui m'intéresse pour ce pays-là. Ça fait des années qu'on se bat pour ce pays. Et on a l'impression que plus les années passent, plus on recule en arrière. On n'avance pas. C'est ça la difficulté. Ok? On ne peut pas tout le temps continuer à gouverner par la force. Il y a notre frère Faya le disait aussi tout à l'heure dans le reportage. Milimono, voilà, qu'on a enlevé son... Voilà, il faut ramener la paix dans la cité. Et la paix, il n'y a que ceux qui dirigent le pays qui peuvent ramener la paix dans la cité. Et rassurer tout le monde. Tout le peuple doit être rassuré, n'est-ce pas? Maintenant, il va se faire élire, ça c'est sûr, parce que c'est eux qui ont les moyens. Tous les moyens nécessaires à leur disposition. Il va se faire élire. Mais cela dit, les frustrations auxquelles nous assistons aujourd'hui, ces frustrations vont continuer. Alors, donc, sur tous les Guinéens. Monsieur Touré, Fodé Abbas, donc concernant les jeunes, l'interrogation de KMT, donc sur le pays et la jeunesse. Donc, qu'est-ce que vous... Puisque nous parlons de cette jeunesse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les mots qui rongent la société guinéenne. C'est l'ethnocentrisme, le régionalisme et l'exclusion sociale dont la jeunesse guinéenne est victime. D'une part, victime de ses responsables politiques qui ont géré le pays d'un moment jusqu'à nos jours. Mais cette jeunesse aussi, je peux dire, elle est d'une partie responsable. L'aspect de l'ethnocentrisme-là, la jeunesse guinéenne, chacun est cantonné derrière. Les partis politiques sont créés. Il n'y a pas un grand parti qu'en Guinée. Il n'y a pas un grand parti, c'est-à-dire, disons dans le vrai sens du terme, un grand parti, c'est-à-dire là où les Guinéens, c'est-à-dire un citoyen guinéen décide, voilà, là où, c'est-à-dire derrière un citoyen guinéen décide, sans tenir des considérations ethniques, sans tenir des considérations d'intérêt d'ordre personnel, financier, il choisit, il décide d'adhérer à un parti politique, il n'y en a pas en Guinée.
ce côté peut-être que je vois, ce que Mamadi est en train de faire, de mettre fin à ce problème, l'ethnocentrisme, il a trouvé moyen pour écarter ces anciens. Parce que les soi-disant partis politiques, des grands partis dont on parle, RPG et UFDG, ce sont des partis ethniques. Ce sont des partis dans lesquels, au sein desquels, on trouve des jeunes. Si derrière M. Dalin, il n'y a que ses concitoyens du même groupe linguistique, parce que je ne vais pas utiliser le plus souvent le mot ethnocentrique, parce qu'il n'y a pas d'ethnie en Guinée. Il y a des groupes linguistiques. Le Peul, c'est un groupe linguistique. Le Soussou, c'est un groupe linguistique. Le Malinké, c'est un groupe. Parce que lorsqu'on parle le Sosso, le Malinké, par exemple, il n'y a pas de différence. Le Sosso, le Malinké, ce sont des gens qui sont venus. Les Soussous sont venus descendre vers la Basse-Côte, se sont installés. Mais ils étaient tous dans le Mandin. Donc c'est pourquoi moi je dis, il n'y a pas en Guinée un groupe ethnique, mais il y a des groupes linguistiques, c'est-à-dire des personnes donc selon vous, derrière Dalin Diallo, il y a beaucoup de Peul, derrière Alpha Condé, il y a beaucoup de Malinké, c'est ça? Voilà. La plupart, la grande partie des citoyens guinéens, des jeunes qui sont dans RPG, ce sont des gens ressortissants de la Haute-Guinée. Ça, il n'y a pas de... La même chose que UFDG. Alors que ces partis sont... Donc, raison pour laquelle moi je dis, il n'y a pas un grand parti en Guinée. Il n'y a que des partis ethnocentriques. Ça, c'est un. Quand je dis... Regardez ce qui s'est passé, la révolution qui vient de se passer l'année dernière, en 2024, au Sénégal. C'est parce que le Sénégal, la jeunesse, elle est consciente. Elle sait ce qu'elle veut, elle est responsable. Puisqu'elle est responsable, elle a choisi l'émergence d'une nouvelle classe politique au Sénégal. Lorsque monsieur le président actuel du Sénégal est nommé, j'ai fait un article. Est-ce que la révolution qui s'est produite au Sénégal, elle est possible en Guinée? Elle n'est pas possible en Guinée. Pourquoi? Les jeunes, les jeunes sont cantonnés derrière une personne qui est sortie de sa région, qui est sortie de son groupe linguistique. Il y a cet aspect-là dont on condamne un peu. Tout le monde, quand un homme politique vient sur le terrain, il veut parler au nom de la jeunesse. Il parle au nom de la jeunesse, ça c'est la réflexion d'un intellectuel sénégalais. Il parle au nom de la jeunesse. Et lorsqu'il devient président, cette jeunesse-là, il est où? Elle l'ignore. Elle est oubliée. Elle est oubliée. Donc, il y a la grande partie de la jeunesse guinéenne, il y a 50% au moins au sein de la population guinéenne dont la jeunesse est diplômée. Mais personne n'utilise, au terme de ses études universitaires, personne n'a la possibilité de trouver quelque chose. Et on ne les propose pas. Non seulement on ne les propose pas, et la jeunesse, elle est abandonnée à elle-même. Et s'aligne derrière des personnes du groupe linguistique. Donc, ils sont utilisés, ce sont les mêmes jeunes qui sont utilisés pour les combats politiques d'autres ethniques. Donc, ils sont utilisés par les hommes politiques, les partis politiques. Voilà. Et si vous voyez un peu, Mamadi, il a pris ce qu'on appelle une refondation de la société guinéenne. Cet élément-là fait partie aussi. La jeunesse, elle est oubliée. La jeunesse, elle est abandonnée. La femme, la couche juvénile, elle est abandonnée. Elle n'est pas prise en charge comme il faut. Alors, donc, j'arrive. Donc, ce sont ces éléments-là, l'ethnocentrisme, le régionalisme, le rejet. Et que, quelque part, cette irresponsabilité d'une partie de la jeunesse, dont elle est victime, une situation dont elle vit aujourd'hui, je peux dire quelque part, elle est responsable. Je parle de la jeunesse sénégalaise. Lorsque la jeunesse sénégalaise a souhaité un changement, mais ils se sont battus sur le terrain pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Parce que la finalité, c'est en 2024, mais ça a été préparé depuis le temps de Wade. Depuis le temps de Wade, la jeunesse sénégalaise a décidé pour un changement. Et notre Guinée, on aura très très difficile
d'avoir une jeunesse comme ça, une jeunesse neutre, une jeunesse combative qui veut sortir parce qu'elles sont tous alignés derrière mon frère, derrière un frère du même groupe linguistique. Parce que je ne veux pas utiliser le mot ethnique. De toute façon, ça c'est le côté de la jeunesse un peu dont on parle. Donc chacun veut aider, mais il n'y a pas ils ne font pas de propositions concrètes sur le terrain pour sortir. Lorsque je me suis engagé, j'ai créé mon mouvement politique là, je suis à Paris. J'appelle des jeunes. Tous, quand vous parlez de politique, je dis, venez, on va travailler. Les gens, les frères que vous suivez comme ça, en politique, lorsqu'il s'agit d'une campagne, qu'est-ce qui se passe? Les hommes politiques, il est candidat dans la commune de Matam, il va dans la commune de Ratouma ou dans la commune de Kaloum pour louer les services de la jeunesse. Il leur donne l'argent, ils viennent faire campagne pour lui dans la commune de Matam. Cette jeunesse-là, pourquoi je ne refuse pas cet argent-là? Je suis diplômé, j'ai mon diplôme. Je peux vous accompagner. Ma condition, vous arrivez, vous avez maire, trouvez-moi du travail. Mais voilà, il faut refuser. Mais c'est comme ça cette jeunesse-là est manipulée. Cette jeunesse-là, on se rappelle d'elle, c'est lorsqu'il y a une campagne politique. C'est lorsqu'il y a une campagne électorale. On vient, on les partage les miettes, ils prennent ça, et après, on les oublie. C'est ça le problème de la Guinée. Mamadou, alors, donc vous qui êtes donc quand je dis quelque part, voilà. Quand je dis quelque part pour conclure, qu'ils sont, quelque part, ils sont responsables d'eux-mêmes. De leur situation. De leur situation. D'accord. Mamadou, est-ce que, donc, il a fait le parallèle entre la jeunesse guinéenne et la jeunesse sénégalaise? Et donc, vous avez vécu les émeutes qui se sont déroulées au Sénégal, les jeunes qui se sont farouchement opposés à la tentative de 3e mandat de Macky Sall. Est-ce que, donc, à votre avis, donc, la jeunesse sénégalaise, elle est particulière, elle est à part, elle est différente de la jeunesse guinéenne? Oui, non seulement elle est particulière, mais moi j'ai l'impression que les Guinéens n'ont pas compris qu'en fait, qu'au-delà du problème de linguistique, de d'éducation, je pense qu'il faut lever la barrière au-delà de certaines considérations. Parce que tant que c'est comme ça, le problème restera toujours entier et on a du mal effectivement à trouver des solutions. Le problème, c'est quoi, car je vais vous le dire, moi, c'est qu'il n'y a jamais eu de politique jeunesse en Guinée. C'est ça la réalité des choses, ne cherchez pas loin. Pourquoi la jeunesse est perdue? Pourquoi ils sortent, ils prennent le désert, ils prennent les bateaux, ils vont se tuer dans l'océan Atlantique, dans la Méditerranée. Parce qu'il y a... Mais ce n'est pas les Guinéens seulement, c'est pas les jeunes Guinéens seulement. Bien sûr, parce qu'il y a Guinéens et Guinéens. Il y a aussi, au Sénégal, effectivement, il y en a, mais c'est quand même assez particulier. C'est assez particulier, ces jeunes ont su prendre conscience très tôt en disant ce n'est pas une solution. Mais est-ce qu'il y a réellement une... Moi, je dis que... Car il n'y a jamais de... Il n'y a pas de politique jeunesse en Guinée. Il n'y en a pas. La jeunesse, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'industrialisation, c'est le taux de chômage. Je viens d'entendre tout à l'heure dans les premières interventions qu'il y a 80% de jeunes Guinéens qui sont qui sont analphabètes. Oui, voilà. Comment voulez-vous résorber le chômage tant que vous n'avez pas créé les conditions d'industrialisation, les conditions de création d'entreprises, petites et moyennes entreprises, parce que l'État en elle-même n'embauche pas beaucoup. L'État est facilitateur des créations d'entreprises pour qu'effectivement les jeunes puissent avoir de l'emploi. Il disait tout à l'heure que la Guinée est un pays qui est extrêmement riche. Aujourd'hui, on se pose la question, comment peut-on avoir un pays qui est extrêmement riche depuis 1960, n'est-ce pas? Quel est le taux d'industrialisation en Guinée? Si vous posez la question, vous dites, oui, mais on a créé quelques petites entreprises. Mais ça ne suffit pas. Cette jeunesse-là en Guinée, d'après moi, ce que j'ai eu, l'analyse que j'ai pu faire, n'a jamais été écoutée. Encore moins d'être orienté. Encore moins d'assurer l'éducation, encore moins effectivement de créer effectivement des emplois par le biais effectivement des formations pour que les jeunes Guinéens puissent trouver leur place. Tant que vous n'avez pas ça... Est-ce que le problème n'est pas sur la formation même? Bien sûr, le problème c'est sur la formation. Je vais te dire une chose, Kara. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des jeunes Guinéens. C'est des gamins qui sont très intelligents. Mais quand ils vous parlent des problèmes de la Guinée, vous dites, mais non, c'est pas possible. Vous dites, c'est monsieur, oui. Monsieur Konaté, vous savez, c'est exactement ça que nous vivons en Guinée. Et donc, ça pose question. Donc, elle disait ça tout à l'heure là. En tant qu'enseignant, donc. Mais elle disait ça tout à l'heure. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été tellement bien capté en fait.
C'est une certaine subtilité. Elle n'a pas voulu aller beaucoup trop loin, de peur de heurter peut-être la sensibilité de certains sur le plateau. Donc elle s'est retenue. Moi, je pense qu'il faut embrayer là-dessus. Il faut embrayer là-dessus, essayer de rassembler les jeunes, ok? Avoir une politique de jeunesse qui fait que les jeunes puissent être intégrés dans toutes les politiques que la Guinée peut puisse avoir. Si vous ne les intégrez pas, comment voulez-vous que les jeunes puissent venir comme ça en disant, oui, mais attendez, parce que très souvent, carrément, je vais te dire, très souvent, ce qu'on entend de politique jeunesse en Afrique, c'est-à-dire que toute cette politique-là est concoctée dans les grands ministères. Et on les décline dans les communes, dans les régions. Et on appelle les jeunes en disant, oui, nous avons fait ce dossier-là, je pense qu'il faut peut-être... Oh, si vous faites ça, vous intégrez les jeunes dans la politique que vous avez initiée. Mais vous ne les avez pas impliqués dans la politique que vous avez initiée. Parce qu'au moment où vous élaborez le dossier pour ces jeunes-là, la jeunesse n'était pas présente. Mais comment voulez-vous décider à la place de ces jeunes-là, n'est-ce pas? Si vous ne les intégrez pas, vous ne les impliquez pas dans la politique, et donc vous allez prendre des décisions pour eux. Donc si on décide sans la présence des jeunes, tout ce qu'on dira... Ah non. Mais attends, tu as été jeune, j'ai été jeune. Moi, je ne me rappelle pas quand j'étais jeune au pays, lorsque l'État veut dire, mais de toute façon, on a mis en place certaines choses, venez regarder si effectivement ça peut vous intéresser. Vous savez ce qu'on disait à l'époque? Oui, de toute façon, ils font de la politique, quoi. Donc nous, on n'adhère pas. Est-ce qu'à un moment donné, ces jeunes-là... Parce que l'Africain est bizarre. Hein. Vous savez pourquoi il est bizarre? Il y a beaucoup de jeunes Africains, mais on ne les écoute pas. On ne les oriente pas. Elle a parlé tout à l'heure des perspectives d'avenir. Comment tu veux créer des perspectives d'avenir de cette jeunesse-là tant que tu n'as pas créé des groupes de réflexion, que ce soit dans le nord de la Guinée, au centre, l'est, l'ouest, et de prendre effectivement leur avis sur des choses qui peut-être, toi, ne te plaisent pas. Mais attends, demain, c'est la jeunesse guinéenne qui va être au pouvoir. Les Doumbouya, tout ça, là, ils sont tous appelés à partir. Hein. Oui. Donc, il faut les préparer en conséquence à toutes les politiques, à les impliquer dans toutes les... Sinon, ça se passera autrement. Aujourd'hui, au Sénégal, pourquoi les jeunes se sont impliqués? Parce qu'on a un leader qui s'appelle Sonko, qui, à nous, membres, a posé le débat. Tiens, on va poser le débat de la jeunesse. Vous en pensez quoi? J'ai écrit un livre qui s'appelle Solution. J'ai écrit un autre qui s'appelle ça. OK? Attendez là. Voilà quelqu'un, depuis que nous sommes nés, parce que ces jeunes-là, c'est la génération des années 2000. Hein. Nous, c'est fini ça. Nous, on est de l'autre côté. C'est la génération des années, je vais même jusqu'à les générations des années 1995. Ça s'arrête là. Autrement, après, vous n'êtes plus effectivement dans ce cas de ces jeunes dont je parle là. Il a eu raison de poser le débat, poser le cadre, en disant, mais qu'est-ce que vous souhaitez au fond? Vous voulez quoi? Et les jeunes, petit à petit, ont commencé effectivement à s'exprimer librement, sans gêne. Donc je vais demander à la plus jeune du plateau. Alors, donc, vous avez vécu, vous êtes parti en Guinée, vous avez quitté ici, vous êtes resté là-bas pendant 3 ans. Oui. Et est-ce que c'était difficile pour vous de vous intégrer, de trouver du travail sur place? Alors malheureusement oui, c'était extrêmement difficile pour moi. D'abord il y a le choc des cultures. Moi je suis née en Guinée, mais j'ai grandi essentiellement en France. Donc je suis très acculturée, occidentalisée, on va dire. Donc ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que la réalité du terrain, en particulier dans la capitale, parce que je n'ai pas eu l'occasion de vivre très longtemps à l'intérieur du pays. Donc la particularité qui m'a le plus frappée, c'est qu'en fait, il n'y a pas réellement pour les jeunes, comme je l'ai connu moi ici en Europe, il n'y a pas réellement de réseau qui permette de suivre un jeune de la sortie de son école, de son diplôme, jusqu'à l'entrée dans une entreprise. Donc la personne est livrée à elle-même, c'est-à-dire il faut chercher soi-même ou bien des relations. Tout à fait, des relations. Exactement. À chaque fois que je montais sur des taxis-motos et qu'ils entendaient mon accent français, ils me demandaient immédiatement de les aider pour partir. Et je leur demandais, mais tu m'as l'air de bien t'exprimer en français. Il me dit, oui, je suis diplômée, mais je ne peux pas trouver de travail avec mon diplôme. Et ça, c'était systématique. Ça, c'est une première chose. Pour moi, ça a été difficile parce que, comme il l'a aussi dit plutôt M. Touré, il y a un problème d'acceptation de certains Guinéens de l'étranger. J'ai été diplômée dans une grande université de droit française, Panthéon-Assas.
Je pensais que après le 5 septembre 2021, mon expérience et mon diplôme pourraient apporter une part au projet de transition du président de la transition guinéenne. Des illusions. Je me suis rendu compte que même en intégrant une institution de régulation de l'économie, des marchés publics, je n'étais clairement pas la bienvenue. Donc ça a été très difficile effectivement de m'intégrer sur le plan professionnel, même en étant guinéenne et même en ayant des diplômes de l'étranger. Voilà, c'est une qualification haute, quoi. Tout à fait. Qualification. Autre chose que j'ai constaté à l'égard des jeunes, c'est qu'ils sont réellement livrés à eux-mêmes. Alors je le dis toujours, la Guinée, c'est une formidable école de la vie, mais elle a aussi ses dangers. Et je me demande si les maires, si les hommes politiques ont conscience de ce que peut comporter le fait de laisser énormément de jeunes à la dérive pour eux, leur avenir politique, en tant qu'hommes politiques, mais aussi surtout pour l'avenir du pays. Parce qu'il y a des jeunes qui n'hésitent pas très facilement à rentrer dans la délinquance. Ça devient même un mode de vie tout à fait normalisé. On parle de délinquance des jeunes. C'est très inquiétant. Et c'est apparemment un phénomène qui est tout à fait passé de normes, qui n'offusque pas grand monde, et tout le monde est au courant, et tout le monde fait avec. C'est un problème de se dire que oui, c'est tout à fait normal, la jeunesse évolue dans la délinquance. C'est problématique pour la jeunesse et pour l'avenir du pays. Il y a un problème de moralité également, puisque les jeunes sont livrés à eux-mêmes, que l'État est en incapacité d'apporter des réponses, même ponctuelles, pour aider les étudiants, eh bien, ils vont soit abandonner leurs études, parce que les conditions d'aide de l'État rendent tout simplement la poursuite des études extrêmement pénible. Par exemple, un étudiant obtient son baccalauréat, il ne choisit pas où. Allez, exactement. Alors on peut l'envoyer à l'autre bout du pays. Le problème, c'est qu'il faut y aller, ensuite il faut y vivre. Et en Guinée, c'est pas comme en France. On n'a pas tout ce réseau d'aide pour les étudiants. Donc ils se débrouillent. Et les plus courageux vont jusqu'au bout. S'ils ont en plus le soutien d'un ou de tout le monde, tous les membres de leur famille, tant mieux pour eux, ils obtiendront leur diplôme. Mais pour, je pense, une bonne partie, le découragement, ça doit être la règle. Alors, Campbell Cissé, donc deux choses que les deux, enfin je peux même dire les trois ont évoquées. Et la jeunesse, donc qu'est-ce qu'on en fait? Et ensuite, l'insécurité, parce que souvent, c'est un peu lié. Donc, les jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont pas de perspective, se lancent dans la délinquance. Donc, qu'est-ce que l'expérimenté Campbell Cissé pour nous dire là-dessus? Et puis aussi, avec votre casquette de chef d'entreprise, est-ce qu'on ne peut pas mettre l'accent sur la formation? Bien sûr. Je pense que c'est l'objectif recherché par tout le monde, par tous les jeunes que nous connaissons aujourd'hui. Moi, ce qui me désole un tout petit peu, et puis ça me fait pitié quand même. D'abord, encore une fois, la jeunesse en Guinée, elle est vraiment déboussolée, elle ne sait pas. Comme disait tout à l'heure notre sœur, tu vois les jeunes diplômés, ils sont tous taxi-moto. Parce que ça leur rapporte un tout petit peu à la maison, le soir. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que depuis plus de 30 ans, ici en France, la France est quand même un grand pays, il y a des jeunes ici que nous connaissons, se sont organisés. Ils ont créé des structures, pas possible. Tout ça dans la perspective d'aller aider la jeunesse en Guinée. D'accord ? En 1996, entre 1997 et 1998, la JGF s'est créée, l'Association des jeunes guinéens de France. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Et pratiquement 2 mois après, le MJGF, le Mouvement des jeunes guinéens, s'est créé aussi. J'étais là, ça s'est passé à la Sorbonne. J'étais là. Et ces jeunes-là ont décidé de créer le Conseil des Guinéens de France.
Et croyez-moi, ils ont fait beaucoup de démarches à ce niveau-là. Beaucoup de démarches. Ils sont allés voir toutes les universités en France ici. Et finalement, ils ont créé le conseil. Là aussi, j'étais dans la salle. Et ces jeunes-là font beaucoup pour notre pays. Ils vont chercher des projets, pas seulement pour Conakry, à l'intérieur. Ils vont chercher ces projets-là simplement pour pouvoir impulser une dynamique de développement dans notre pays. Mais il est où l'État dans ce cas-là? Justement, c'est ce que je veux dire. L'État ne les soutient pas. L'État ne les accompagne pas. Généralement, d'ailleurs, quand vous quittez Paris ici avec, disons, les partenaires éventuellement du développement, les Blancs, entre guillemets, vous allez là-bas, à Conakry, ils vont tous faire pour vous piquer votre partenaire et l'orienter autrement. Donc ça décourage même ceux d'entre nous, ceux des jeunes qui viennent de la France ou d'autres pays. Il n'y a pas que la France. En Belgique aussi, en Angleterre, en Allemagne, les jeunes s'organisent pour pouvoir vraiment impulser une dynamique de développement. Mais elles sont freinées. Est-ce qu'il y a réellement une politique pour vraiment, pour ces jeunes-là, pour cette jeunesse guinéenne, notamment de l'extérieur? Il n'y en a pas pratiquement. Ça me gêne beaucoup. J'ai eu pour terminer, une jeune Guinéenne née ici, grandie comme ma soeur, n'est-ce pas, qui a fait des études ici, des études d'économie. Et sa maman s'est battue pour qu'elle puisse faire un stage à la Bissegui, en Guinée là-bas, à la banque, à la Bissegui. Tous les mois, elle était malade. D'accord? Il fallait lui envoyer des choses, etc., etc. Quand elle a fini son stage de 3 mois, elle est revenue ici, je dis, ah, ça va, ça s'est bien passé. Elle dit, oui, mais bon, moi, on lui a proposé en plus un poste là-bas. Elle dit, moi, je ne reste pas dans ce pays-là. Je vous le jure. Elle dit, je ne peux pas rester. Je dis, pourquoi? Elle dit, il n'y a rien pour la jeunesse. Donc, tu vois, quand tu as ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça te donne beaucoup à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ces élections-là qu'on est en train de préparer, ou plutôt ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont vraiment impliqués dans la campagne, n'est-ce pas, pour avoir le poste de président, est-ce qu'ils vont s'inscrire carrément, n'est-ce pas, dans la recherche de solutions? Est-ce qu'ils ont des programmes bien conçus, ou bien c'est le folklore, c'est-à-dire on vient, on chante, on danse, je pense que plutôt c'est cela, c'est le folklore. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, tous ces candidats-là, ils ont tous dans leur programme la jeunesse. Tous. Mais est-ce que c'est réel? C'est ça? Est-ce que c'est réel? C'est la question qui convient de se Alors, Fodé Abbas Touré, c'est vous qui avez évoqué donc, la jeunesse, on a fait le tour sur ça. Voilà. Maintenant, je voudrais, parce que nous parlons toujours de la jeunesse, on n'a pas de la formation. Moi, en ce qui concerne cette jeunesse, puisque nous parlons de la formation, c'est-à-dire occuper la jeunesse, lui donner quelque chose, et que ce que les décideurs politiques n'ont pas pu faire manquer à leur mission, je décline un peu une partie de mon programme pour la jeunesse. Juste quelques mots. Moi qui vous parle, j'ai été victime du système guinéen. Je suis sorti d'une école normale, sorti pour enseigner au collège et lycée. J'ai fait biochimie. On finit, l'État même qui nous a formés avec l'UNESCO, ils ne nous ont rien donné comme travail. Je vais, parce que j'ai toujours... notre promotion, nous nous sommes réunis, on a constitué une délégation. J'étais le chef de cette délégation pour aller rencontrer le ministre. Nous allons, on demande l'audience, on nous reçoit. On ne pouvait pas tous rentrer dans le bureau du secrétaire général parce que le ministre nous a reçus, mais il nous a orientés sur le secrétaire général du ministère. Je vais, avec notre lettre de doléance, je le présente la lettre, je m'explique, je me suis présenté. Quand j'ai fini conclusion, il m'apprécie, vous êtes jeune, vous êtes franchement, vous avez l'avenir et tout ça. À la sortie, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose 50 000 francs. 50 000 francs guinéens. 50 000 francs guinéens, alors que moi qui lui parle, qui est devant lui... C'est combien en euros? À l'époque, en 91, 92,
Moi qui suis devant lui, ils m'ont formé, ils ne m'ont pas donné du travail. Moi, je travaille déjà, je suis dans le privé. J'étais professeur au privé et avec des responsabilités pédagogiques. Donc, ce qui faisait que je me retrouvais à la fin du mois, j'avais mes 400 000 francs guinéens à la fin du mois. Moi, je suis responsable, j'ai représenté mes collègues, mes amis, mes camarades de promotion pour venir poser notre doléance devant vous, pour nous aider à travailler. Vous allez me corrompre pour me donner. Je ne l'ai pas fait, j'ai dit, monsieur, je ne prends pas. Ah, ce n'est même pas un salaire. Ce n'est même pas un salaire. C'est juste pour vous donner ça. Pour me corrompre. C'est quoi, c'est l'équivalent de 5 euros? L'équivalent de 5 euros. Voilà. Donc, voyez-vous, quand je vous dis que il n'y a pas, comme il a dit pour votre transport. Non, je ne l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. C'est peut-être pour votre transport. Parce que moi, je suis payé à 400 000 francs guinéens à l'époque. Parce qu'ils ne m'ont pas donné de travail. Moi, je me suis battu, j'ai trouvé du travail. Toi, vous allez me corrompre pour ça. Je n'ai pas pris. Donc, il n'y a pas des propositions d'occupation de la jeunesse. Donc, on va à partir de l'école, il faut mettre l'accent sur la formation. Qu'est-ce que j'ai dit? Les centres de formation, nous avons plusieurs centres de formation en Guinée. Il y en a plein. À partir de la deuxième année, ce qu'on appelle le contrat, le premier contrat de stage, à partir de la deuxième année, quand tu fais dans une filière comptabilité ou informatique, tout ça, ou soudrerie, on met un contrat, l'État et les bailleurs de fonds, les partenaires sociaux, pour accompagner. L'étudiant doit avoir un pied, c'est-à-dire à l'alternance, c'est-à-dire un pied à l'école, un pied dans l'entreprise. Ça, c'est à partir de la deuxième année, avec ton contrat de stage. De premier stage. Donc, à partir de là, voilà, arriver en troisième année, à la fin de votre formation de BTS, l'État, en collaboration avec les partenaires sociaux, on vous propose un premier contrat dont la durée au minimum 1 année. Ça pour quitter l'école à avoir un pied dans la vie active. Pour 1 an, au minimum, en fonction de ce que vous auriez fait dans cette entreprise, le chef d'entreprise peut avoir envie de vous retenir ou alors de vous orienter, de vous garder encore, de renouveler votre contrat. Moi, c'est cette solution-là que j'ai. C'est ce que vous proposez. Je vais repasser la parole. La jeunesse. Je vais repasser la parole à Campbell Cissé. Un jeune qui sort de l'école, qui puisse avoir une vie active très rapidement. D'accord. Je vais repasser là parce qu'il faut qu'on avance. On a épuisé notre temps, donc je vais repasser la parole à M. Campbell Cissé sur la situation économique de la Guinée depuis que Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir. On a dit qu'il a renégocié les contrats sur l'exploitation de la bauxite et puis aussi donc Simandou. Donc et à votre avis, donc la Guinée est sur les bonnes rails sur ce plan-là, oui, plan économique. Sur ce plan, oui. Maintenant, peut-être, encore une fois, l'État, c'est une continuité, n'est-ce pas? Lansana Conté avait commencé. Dadis, quand il est venu, pareil. Voilà, Sekouba Konaté, pratiquement pareil. Le général est là aujourd'hui, il s'est inscrit dans ce cadre-là. Et il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup d'avancées là-dessus. D'accord? Au niveau de ces mines-là, au niveau des infrastructures, au niveau des ponts qui se construisent, etc., des échangeurs à Conakry, etc. Bon, il y a des écoles aussi qui se construisent à l'intérieur. Tout ça, ça rentre dans le cadre de son bilan. N'est-ce pas? Maintenant, moi, ce qui me gêne un tout petit peu, naturellement, en parlant encore pour clôturer ce chapitre-là de la jeunesse, vous savez, l'ACTOG ici, l'Association des cadres et techniciens d'origine guinéenne, qui a pratiquement 33 ans d'existence, non, presque 39 ans d'existence aujourd'hui. L'ACTOG, avec l'enseignement supérieur en Guinée là-bas, le ministère, on avait mis en place le projet de TOC10, le transfert de compétences. C'est l'ACTOG qui l'a fait. Et figurez-vous, l'ACTOG recherchait, ici dans la diaspora guinéenne, les enseignants, les cadres, ceux qui sont à la retraite, et les envoyer là-bas dans les universités. Tout ça pour pouvoir aider la jeunesse et de transférer les compétences que les autres... Dans cette structure-là, l'ACTOG, n'est-ce pas, l'Association des cadres et techniciens d'origine guinéenne, en France, dans cette structure, vous avez pratiquement toutes les compétences à l'intérieur. Alors, comment se fait-il que ce projet de TOC10 a été freiné
sans ménagement par l'État guinéen à l'époque. Ça a été freiné. Alors que ce n'était même pas l'État guinéen qui payait, c'était le PNUD qui payait les perdièmes, le PNUD. Alors, donc, nous avons vraiment une politique de la jeunesse qui est défaillante. Il faut le reconnaître. C'est défaillant. Alors, voilà. Donc, est-ce que vous deux, parce que bientôt on arrive, donc c'est pourquoi je reste sur vous deux, et puis après on va conclure. Le franc guinéen, donc c'est une monnaie qui aujourd'hui est faible, hein, on peut le dire. Est-ce qu'à votre avis, celui qui sera élu, est-ce qu'il doit garder le franc guinéen ou bien il peut envisager de rejoindre le CFA pour avoir de la force? Parce que c'est... Voilà. Connaissant la souveraineté économique, la souveraineté politique, c'est-à-dire le passé politique de la Guinée, ça serait un peu difficile pour quiconque viendra au pouvoir de se lancer directement pour rejoindre le groupe du CFA. Très difficile. Donc vous ne pensez pas que ça serait possible? Ça ne sera pas possible. Voilà, avec, ils peuvent envisager, ils peuvent avoir, mais ça ne sera pas à l'immédiat. Connaissant le passé politique. Oui, et le patriotisme, voilà. L'indépendance de Sékou Touré, voilà. Et Campbell. Oui, moi, très sincèrement, que ce soit Doumbouya ou quelqu'un d'autre, à l'heure actuelle, je dis non. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que le CFA lui-même a des problèmes aujourd'hui. Parce que beaucoup d'États sont en train de réfléchir, de débattre, de discuter sur vraiment le changement de la monnaie CFA. La monnaie CFA, elle est fabriquée ici à Chamalières, n'est-ce pas, chez Giscard d'Estaing, n'est-ce pas? Et les 70% sont retenus par la France. 50%. 70%. Maintenant, peut-être maintenant. Oui. Ce que je dis il y a 2-3 ans. Voilà, maintenant c'est 50%. Mais même ça fait beaucoup. Oui, ça fait trop. Et quand nos États demandent des prêts, eh bien, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Banque de France qui prend ça sur ces fonds et donner à nos pays. Avec des intérêts. Avec des intérêts en plus. Ce sont cet argent-là, qui appartient à nos États, qu'on prend et qu'on donne à nos États et vous remboursez avec des intérêts. Donc à l'heure actuelle, moi très sincèrement, que ce soit Doumbouya ou quelqu'un d'autre, je dis non, on va réfléchir encore, il faut attendre. Alors la vie quotidienne des Guinéens, donc on va conclure sur ça. Fodé Abass, la vie quotidienne des Guinéens, donc qu'est-ce que le nouveau président doit faire pour améliorer la vie quotidienne des Guinéens? Pour améliorer la vie quotidienne. Immédiate, hein? À l'immédiat. Et il faut des propositions concrètes pour la population, surtout. C'est pour baisser les prix, l'inflation. Non seulement baisser les prix. Et ce qui me dérange un peu en Guinée, il n'y a pas de contrôle de prix. Dans les autres pays, Sénégal par exemple, il y a des inspecteurs de contrôle de prix. Oui. C'est-à-dire, le stylo là, il coûte 50 francs CFA. Vous allez jusqu'au dernier village à Dakar, ça sera le même prix. Oui. En Guinée, je n'ai pas vu ce système-là. Donc c'est libre quoi, c'est-à-dire chacun fixe son prix. Son prix en fonction de ce que j'ai dépensé lorsque je faisais rentrer ma marchandise, ce que j'ai dépensé pour le dédouanement, je compte récupérer ça tout de suite. Voyez-vous, je pense que ça existe, mais il y a un système de corruption. Il y a un système de corruption. Donc, effectivement, pour ce système, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de la corruption. Pour combattre ce système de corruption, il faut digitaliser tout les services en Guinée, c'est-à-dire de la douane, partout où entre l'argent. En tout cas, ça c'est ma proposition, ça fait partie de ma proposition, de mon programme. Mais sauf que digitaliser tous les services où l'argent entre, à savoir le port autonome de Conakry, la douane, les impôts. D'ailleurs, les impôts, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à ça. L'ancien directeur général des impôts, Mohamed Kamara, Alpha Condé, ils ont mis quand même un système informatique pour vous savez, à l'époque, au service des impôts, ce sont des inspecteurs qui partent de l'entreprise à l'entreprise pour réclamer de l'argent. On les donne en espèces l'argent, c'est eux qui vont. Ça, la lutte contre la corruption. Voilà. C'est un gros chantier, ça. C'est un gros chantier en Guinée. Il faut lutter contre cette corruption. Pour lutter contre cette corruption, il faut une sanction. Moi, je pense que pour lutter contre la corruption, il ne faut pas seulement une sanction, il faut surtout
La mentalité. Un reformatage des mentalités, des personnes qui sont aux fonctions. Et surtout, Quand madame, lorsqu'on va digitaliser tous les services où rentre l'argent. C'est quoi votre recette à vous? Elle dit qu'on change les mentalités, lui il dit qu'on digitalise ça, c'est quelque les chose services. qui va être extrêmement compliqué. La corruption, elle est à tous les niveaux, n'est-ce pas? Du plus petit, même le gardien qui est là, et ça, à son niveau, n'est-ce pas? Jusqu'au ministre, il y a la corruption partout. C'est vrai, il faut quand même qu'il y ait, qu'on puisse mettre en place une politique sévère. Il faut que les gens aient peur de prendre les deniers publics. Si on n'arrive pas à créer cela, c'est extrêmement compliqué. Même les ministres, n'est-ce pas? Tu vois un fonctionnaire, un secrétaire général ou directeur de cabinet, ou même un simple fonctionnaire dans un département donné, il vient en France ici, il achète des costumes, des chemises, et va, tu lui demandes, tu vas, parce que j'en ai accompagné certains. Ça, c'est pour mon ministre. Ça, c'est pour le directeur, n'est-ce pas, le directeur administratif et financier. Des cadeaux. C'est des cadeaux. Mais ça, c'est de la corruption. C'est ce qu'ils appellent la chose publique. D'accord? Ça, c'est de la corruption. Et ça, croyez-moi, ça existe. Donc, il y a quand même un certain nombre de travail à faire. Il n'y en a pas qu'en Guinée seulement, hein. En Afrique. Non, partout en Afrique, c'est pareil. Croyez-moi, je vous le jure. Moi, j'avais un magasin de prêt-à-porter, 130 mètres carrés, à Bellevue, là-bas. OK? La dame que j'avais mis comme gérante, tous les jours, tu as 2 personnes, des soi-disant inspecteurs comment dirais-je, des impôts, qui venaient en moto, et la dame Fatou, elle prenait de l'argent et leur donnait. En Guinée. En Guinée. Je débarque. Je dis, ah, et tout de suite après, j'étais devant le magasin, les 2 personnes sont arrivées. Fatou me dit, ah, ils sont encore là. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, ils viennent tout le temps, il faut que je leur donne de l'argent. J'ai dit, ils te donnent un reçu? Non. Et tu leur donnes de l'argent? Mais c'est l'argent du magasin. Je vous le jure, j'étais obligé d'aller voir la directrice du Trésor, à l'époque Mado. Je suis allé la voir, parce que je la connaissais. J'ai expliqué le problème. J'ai dit, mais moi j'ai ouvert ce truc-là pour avoir un pied ici, parce que ça ne m'apporte rien du tout. OK? Elle a fait une note tout de suite. Elle a dit, amène ça chez le directeur des impôts de Bellevue, et tu leur donnes. Depuis, ils ne sont jamais revenus. Ah bah. Et donc la corruption, c'est quand même, c'est très difficile. N'est-ce pas? Et c'est à tous les niveaux, du plus petit au plus grand. Maintenant, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Je pense très sincèrement que celui qui va être élu président de la République... Ça doit être un gros chantier pour lui, hein, quand même. Hein. Oui, l'éducation, la corruption. Et je souhaite très sincèrement, profitant de cette antenne, de plaider aussi auprès du président de la transition, auprès du CNRD, que vraiment, au lendemain des résultats de la présidence, celui qui sera élu, que cette personne puisse gracier tous les prisonniers politiques là-bas. Ça, je pense que ça va quand même apaiser le climat social, le climat politique dans notre pays. C'est-à-dire ceux qui sont arrêtés pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. Voilà, mais pas pour des raisons de droit commun. D'accord. Oui, et puis aussi politiques. Pour les détournements de deniers publics. Oui, ça, détournement de deniers publics, ça rentre dans un autre cadre. D'accord. Judiciaire, ça c'est eux qui savent. Voilà, ceux qu'on a arrêtés pour des raisons politiques. Ceux qui ont été arrêtés pour des raisons vraiment politiques, y compris les gens comme, n'est-ce pas, les Fonike Manguin, par exemple, je plaide très sincèrement, sans imposer quoi que ce soit. L'ancien premier ministre. Je dis, les Kassori, ils sont tous en prison depuis 2 ans et demi, 3 ans, n'est-ce pas? On doit les élargir. Si vraiment, je vous le dis, si vraiment le CNRD va dans ce sens-là, le président de la transition va dans ce sens-là, ça va apaiser le climat politique. Parce que ça, c'est un point noir dans la gouvernance du CNRD. D'accord. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Donc, je vais vous laisser à chacun de donner une note positive sur la Guinée. Et donc, parce qu'on a fait le débat, donc votre espoir également. Donc, je commence par la jeune KMT. Donc, quelle est votre note positive pour la Guinée? La Guinée, elle a une richesse incroyable qui est sa population et surtout sa jeunesse. Elle a juste à investir dedans.
Mamadou. Mais moi, je vais dans son sens. Tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de changements à faire si on veut effectivement que la Guinée sorte de cette situation-là, corruption. Voilà, la Guinée, il faut qu'elle pense à industrialiser ce pays compte tenu de la richesse. Elle l'a dit tout à l'heure. Mais sauf que les gens, ce que j'ai entendu moi, par rapport à certains candidats, j'ai tout entendu, sauf le mot industrialisation, sauf le mot économie, sauf le mot développement économique. Je n'ai pas. Peut-être que c'est inscrit dans le programme, moi, je n'en sais rien. Mais je pense mais en plus de ça, je pense qu'aussi la Guinée doit s'appuyer aussi sur la population diasporienne de la Guinée ici. La diaspora guinéenne, oui, on n'a pas eu le temps d'en parler. C'est un des atouts du régime actuel de Mamadi. Il s'appuie beaucoup sur la diaspora. D'une fois, bon, peut-être que la diaspora sélective, voilà. Mais une grande partie des cadres de la diaspora actuellement viennent de la diaspora. Et à chaque année, ils ont mis l'ambassade d'ici travaille dans ce sens-là pour faciliter l'intégration des Guinéens. Des hauts cadres guinéens en Guinée. Donc, encore une fois de plus, pour le développement de la Guinée, il faut lutter contre la corruption. Pour lutter contre la corruption, aujourd'hui, le système, le modèle de développement dans tous les pays aujourd'hui, c'est la digitalisation de tous les services où entre l'argent. Surtout en Afrique, ça a commencé au temps de Alpha Condé. Au Sénégal aussi, ils l'ont fait. Voilà, ça a commencé au temps de Alpha Condé, par exemple, à la Direction nationale des services des impôts. Et que Mamadi continue dans ce sens-là aussi. Aujourd'hui, c'est très bien. Et par exemple, en ce qui concerne la Guinée, est le deuxième pays exportateur de la bauxite. Et ça, en 2023, il y a eu 7 millions de tonnes de bauxite exporté par la Guinée. Ça, c'est en 2023. Dans la période de 2020, dans la période de 2026, il y aura 48 millions de tonnes de bauxite qui sera exporté. Donc, nous avons quoi en problème? Nous avons quel problème en Guinée? C'est-à-dire le partage du butin national. Nous avons ça en Guinée. Le partage du butin national. Tout ce qui rentre là, ça rentre dans les poches des personnes. Pas dans les caisses la population à basse ne profite pas de cette butin-là. De tout ce qui rentre là. On parle de la Guinée, ceci, la Guinée, cela. C'est ça le problème. Il n'y a pas un système de partage du bien. Dans ce sens-là aussi. Puisque nous ne sommes pas... Donc ça ne profite pas à tout le monde. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour décliner mon programme. Dans ce sens-là aussi. J'ai des propositions par rapport à ça. C'est que, c'est-à-dire, dans le dernier village de la Guinée, à Youmou, le Guinéen qui est là, comment il puisse aussi profiter du butin national. D'accord. Tout un processus. Alors, donc, voilà. C'est ça le combat. Il faut prendre la jeunesse là en charge, en mettant à leur disposition des formations de l'école jusqu'à dans la vie active. J'ai ces propositions dans ce sens-là. D'accord, M. Campbell Sissi, votre mot de la fin. Très sincèrement, d'abord, merci beaucoup, parce que, encore une fois, si nous sommes là, c'est que nous aimons notre pays. C'est vrai, on a toujours été présents, on a toujours répondu présent. Merci beaucoup par rapport à tout ça. Je dirais tout simplement que l'espoir est là. Moi, j'ai espoir, très sincèrement. J'ai espoir que si c'est Doumbouya qui est élu président de la République, parce que pour le moment, il est président de la transition, ils ont les moyens, il fait campagne par rapport à ça. Et il est le favori. Oui, c'est normal, c'est lui qui est là, avec tous les moyens, militaires, administratifs, financiers, c'est lui. D'accord? Ok, très bien, j'applaudis. Maintenant, s'il est élu, il faut absolument que le programme qui a été décliné, n'est-ce pas, aux populations, et notamment le sujet phare, n'est-ce pas, de la campagne du CNRD, à savoir Simandou 2040, etc., j'aimerais tout simplement que tout ça soit quand même une réalité, que ça puisse profiter à tous les Guinéens. Mais sinon, on parle de la corruption. Dans un pays où vous avez un directeur des trésors, trésor c'est l'argent, tout le monde, qui construit, et à Conakry même, 80 villas. 80 villas. Identifié, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Identifié. Ce dernier, il était obligé de fuir. Il est là, ce mois.
fuir le pays. Mais 80 villas, voyez la conscience. La conscience. C'est énorme. On vous met directeur du trésor public, l'argent du public, l'argent de la nation. Mais vous en faites ce que vous voulez. Vous construisez. Est-ce qu'il n'y a pas une villa question de formation des fonctionnaires déjà à la base? Et il y a tout ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Et très sincèrement, moi j'ai espoir. Vraiment, c'est le mot de la fin. Le Guinée serait voilà, sur la voie du développement. Voilà, c'est surtout ce qui m'intéresse. Vous le savez, je l'ai dit la dernière fois, moi j'ai une organisation, je suis président de l'Union internationale pour le développement de la Guinée. C'est une grande structure. Nous avons mis des représentants un peu partout, dans les pays arabes, etc., etc. On a au moins 4 pays arabes qui sont avec nous dans cette organisation. Notre objectif aussi, c'est d'aider le gouvernement, parce que l'État ne peut pas tout faire. C'est d'aider le gouvernement guinéen à impulser une dynamique de développement. S'ils arrivent à faire ça, je dis bravo. Alors, donc nous arrivons au terme de l'émission. Nous avons abordé quasiment tous les sujets, mais vous savez qu'on ne peut pas tout développer au cours d'une émission. On aura l'occasion, après l'élection, de venir débriefer, de venir voir donc, ce qui s'est passé, et puis le programme du vainqueur, s'il sera correctement ou convenablement appliqué pour les Guinéens. Donc, je vous remercie infiniment, tous les 4, de venir débattre sur la Guinée. Et je remercie également la régie avec Faisal Sidiki qui a assuré l'animation de cette émission. Je remercie le PDG de la chaîne Hamza Taj. Je remercie vous, les téléspectateurs qui nous suivent massivement sur cette chaîne. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.